mercredi avec en ligne de mire la question du processus électoral. La CENI et ses acteurs, dans son discours, Mbosso a prévenu qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Malgré l'interdiction de l'hôtel de ville, la coalition Lamuka a tenté de marcher sur Kinshasa pour réclamer la dépolitisation de la CENI, entre autres, une mobilisation étouffée dans l'œuf par les forces de l'ordre dans des conditions assez limites. À l'Assemblée nationale encore, le Premier ministre a déposé ce mercredi le projet de loi de finances. Jean-Michel Samalou Kondé, il contient des prévisions de 10 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de plus ou moins 40%. Un feu s'est déclaré cette nuit dans le bâtiment du gouvernement, appelé autrement l'hôtel de la Poste de Bukavu. Un violent incendie qui a ravagé les matériels et les équipements de la RTNC, ainsi que de 3 autres chaînes de télévision se trouvant dans l'immeuble. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les élus ont repris ce mercredi le chemin du Palais du Peuple pour la rentrée de septembre, essentiellement budgétaire, comme on le sait. Seulement, tous les regards sont tournés vers la Chambre basse du Parlement, d'où doit venir dans les prochains jours une importante décision pour la mise en place des dirigeants de la CENI pour l'organisation des prochaines élections. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a affirmé que les membres proposés par les différentes composantes à la CENI seront entérinés. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la cérémonie, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021, conformément au prescrit de l'article 115, alinéa 1.2 de la Constitution. Pour Christophe Mbosso Nkodia, la session de septembre s'ouvre dans un contexte politique, sécuritaire, sanitaire, social, économique particulier. Sur le plan politique, a-t-il relevé, l'attention sera focalisée sur les processus électoraux essentiellement par le choix des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie, leur entérinement par l'Assemblée nationale ainsi que la poursuite des réformes dans ce domaine. Mais déjà à la clôture de la session de septembre, la nation sera plus proche de la tenue de nouvelles élections, d'où l'urgence de parachever au plus vite les processus d'entérinement de membres de la CENI. Sur le plan sécuritaire, Christophe Mbosso a noté que l'Est de la RDC baigne dans la violence aveugle et inacceptable de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 2 décennies. Session essentiellement budgétaire, oui, mais au-delà de ce survol, Christophe Mbosso a rappelé que la session de septembre, la priorité sera accordée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2022. Néanmoins, le président subordonne cet examen et vote à l'examen du projet de loi des finances de l'année en cours, au vote préalable de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice. S'agissant de la gestion du secteur des ressources naturelles, Christophe Mbosso Nkodia relève une situation désastreuse dans le domaine des ressources minières, où il identifie une situation qui frise la fraude. La représentation nationale exhorte le gouvernement de régulariser les statuts des titres miniers et l'encourage à déchoir ou à retirer, dans le respect du code minier, le droit minier aux exploitants véreux, afin de permettre aux nouveaux investisseurs d'occuper le même titre et à augmenter d'ardeur pour la vérification des preuves des paiements des impôts. Même exercice avec Modeste Ba Tilou-Kwebo à la Chambre haute. Le président du Sénat a tenu un discours axé sur plusieurs questions d'actualité, telles que le social du peuple, avec la baisse des prix des denrées de première nécessité, saluée par tous les Congolais, mais qui devrait bénéficier d'une observation stricte et de très près pour n'handicaper aucune partie. Le Sénat se penchera également sur la question de la loi des finances, exercice 2022. C'est une tradition respectée pour le président du Sénat qui a fait un état des lieux du pays à travers les différents secteurs de la vie nationale. De la sécurité au social, en passant par l'économie, l'éducation, la santé. Modeste Ba Tilou-Kwebo a noté des avancées significatives sous l'impulsion du changement voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui il a rendu un vibrant hommage pour les sacrifices consentis, tout en reconnaissant que beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Je rends un hommage particulier au chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action, telle que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'est du pays. Je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade des querelles politiques pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple. Abordons les dossiers brûlants de l'heure, notamment la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Modeste Batulukobo a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus à transcender leurs divergences pour l'intérêt commun. Cette session est laborieuse, reconnaît le speaker de la Chambre haute du Parlement, car plusieurs questions seront abordées. D'où cet appel lancé aux sénateurs pour plus de promptitude et aussi de rationalité lors de l'examen de la loi des finances 2022. On l'a dit, le budget sera également au centre des débats lors de cette session. Le Premier ministre, accompagné de quelques membres de son équipe, a déposé ce mercredi à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances de l'exercice 2022, la loi des finances portant reddition des comptes de l'année 2021, ainsi que la loi ratificative. Le projet contient des prévisions de 10 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de plus ou moins 40% par rapport au budget de l'exercice en cours, c'est-à-dire 7,1 milliards de dollars. C'est une première dans l'histoire d'élaboration de loi des finances en République démocratique du Congo, où le Premier ministre Samalou Kondé vient de déposer dans le délai les projets de loi budgétaires. Et ceci s'inscrit dans les cadres de loi des finances 2022. Le gouvernement qui brise la barre de 20 000 milliards de francs congolais. Il se constate un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021, qui s'élevait à 14 milliards. Et pour la loi rectificative de l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Ce qui veut dire que le gouvernement s'est lancé sur la bonne voie et entend travailler dans ce sens, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'on parle des pratiques de bonne gouvernance, telles qu'il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est de travailler avec ces pratiques de bonne gouvernance et c'est dans ce cadre que nous respectons ce prescrit de la loi et que nous avons déposé ce texte. Pour le président Christophe Mbosonkodia, il souhaite que ce projet de loi soit pro-social pour permettre au peuple congolais de jouir concrètement des promesses que lui a faites le président dans son discours d'investiture et aussi pour la matérialisation du programme sur base duquel l'Assemblée nationale a investi le gouvernement. Grande première dans notre pays qu'un gouvernement dépose dans les délais requis le projet de budget. Donc, toutes nos félicitations au Premier ministre et à son équipe. Les priorités sont restées les mêmes dans le cadre d'un programme du gouvernement adopté en avril dernier, c'est-à-dire avec comme priorité la lutte contre l'insécurité, les secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation et l'appui aux réformes, à la préparation du processus de recensement et aussi les élections de 2023 qui doivent être organisées dans le délai. La coalition Lamuka, menée par Martin Fayulu et Adolphe Muzito, n'a pas attendu le 17 tel que préconisé par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour organiser sa marche pacifique pour la dépolitisation de la CENI. Sans surprise, la police a usé des muscles pour barrer la route aux manifestants et leurs leaders, des événements qui ont eu lieu essentiellement dans la partie est de la ville, commune de Massina, quartier 3. C'est une journée relativement calme à Kinshasa. Malgré l'interdiction du gouverneur de la ville, les manifestants étaient bien dans les rues très tôt le matin de ce mercredi 15 septembre. C'est aux alentours de 8 heures que le cortège de Martin Fayulu remontait le boulevard Lumumba, bravant ainsi la décision du gouvernement. Mais la marche, elle, aura du mal à débuter. Les esprits s'échauffent au district de la Tchangou entre jets des pierres des manifestants et des gaz lacrymogènes de la police.
police. Cette police qui, déployée dans toutes les grandes artères de la capitale, avait reçu pour consigne de disperser tout rassemblement de plus de 5 personnes. Une consigne bien respectée. Martin Fayoulou aura maille à partir avec la police qui l'a empêché de rejoindre les manifestants. Son cortège sera escorté de force et emmené au loin de l'itinéraire prévu pour la marche. L'événement aura fait long feu ou presque dans la capitale. Mais la répression de la police a fait ressurgir la problématique de la violence policière. Selon un porte-parole de la coalition Lamuka, 4 cadres ont été arrêtés à Kinshasa, 7 à Mbandaka, 4 autres à Bumba, des journalistes brutalisés et gazés, des manifestants passés à tabac. Mais la police n'a pour l'heure donné aucun bilan. Cette marche avait connu également la participation d'autres plateformes politiques, notamment la NOJEC. Parmi les plus désabusés de ce rendez-vous dans les rues, l'on a assisté avec horreur à des agressions physiques sur des journalistes en plein exercice de leur métier. L'image la plus symbolique montre les directeurs de publication d'actualité.cd et correspondants de Radio France Internationale traînés sauvagement sur le bitume par les forces de l'ordre avant de l'embarquer comme du bétail. Il s'en est suivi une chaîne de solidarité dans le milieu de la presse et dans la politique avant la condamnation du ministre de la Communication. Allô? Oui. On a arrêté patient, on l'a mis dans la brutalisée. Les images sont insoutenables. La personne traînée au sol, un journaliste, le directeur de publication du média en ligne actualité.cd et correspondant de RFI à Kinshasa. Il a été pris pour cible par la police alors qu'il interviewait le leader de Lamuka, Martin Fayoulou, empêché de descendre de son véhicule par les éléments de force de l'ordre. Le journaliste a été brutalisé puis coffré à l'arrière d'un véhicule de la police avant d'être relâché. Des images qui ont suscité l'indignation générale et une large condamnation sur la toile. Le reporter s'en est sorti avec des hématomes et a dû être interné dans un centre hospitalier. Pour le président de l'Union nationale de la presse section Kinshasa, il est inacceptable de tolérer à l'heure actuelle l'arrestation arbitraire de journalistes à Kinshasa. Et j'invite les journalistes effectivement à faire leur métier sans craindre. Il faut absolument que chacun fasse son travail dans le respect de l'art. Tout comme le gouvernement, le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa a reconnu la bavure policière avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête. C'est une bavure policière. On ne peut pas traiter un citoyen comme ça, prendre quelqu'un, les molester. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Nous avons déjà arrêté les policiers qui étaient à la base de cette situation. Mais il y a plus de paix que de mal, il se porte bien. Dans la journée des organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que des journalistes, des chancelleries internationales et même la MONUSCO avaient appelé à la libération immédiate du journaliste et à condamner le mauvais traitement dont il a été victime. Autre événement malheureux dans la presse, la RTNC Sud Kivu est réduite au silence après l'incendie qui a dévasté l'hôtel de poste de Bukavu dans la nuit de ce mardi à mercredi. Aussitôt informé, le gouverneur Théo Ngwabidje s'est rendu sur les lieux pour le constat et en a profité pour arrêter plusieurs mesures ainsi que l'ouverture d'une enquête. Vaste champ de ruines, voilà ce qui reste de la radio-télévision nationale congolaise, station du Sud Kivu, après l'incendie qui a dévasté l'hôtel de poste. Ces carcasses rappellent encore difficilement qu'ici étaient entreposés les émetteurs radio et télé de ce média public. La salle de rédaction, les bureaux de certains cadres, le groupe électrogène, bref, toute la logistique qui faisait la fierté de la radio-télévision nationale congolaise, Bukavu, est partie en fumée. L'incendie a également ravagé d'autres médias audiovisuels qui logeaient dans le même bâtiment. Là aussi, les dégâts matériels sont énormes. Aussitôt informé, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, est vite arrivé sur les lieux pour faire les premiers constats et prendre les premières mesures face à l'ampleur du sinistre. Il y aura une commission d'enquête qui va travailler pour connaître d'abord les causes, les responsabilités aussi, il faut les établir. Mais en attendant, nous prenons aussi des mesures conservatoires, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut fermer cet endroit totalement pour sauver les personnes qui viendraient, qui tenteraient encore de venir travailler ici. Donc la petite consolation, il n'y a pas de décès, perte en vies humaines, mais en termes de dégâts matériels,
c'est incalculable. Nous ferons un bilan complet plus tard. C'est la deuxième fois que l'hôtel de poste est consumé par un gigantesque incendie. Le premier est survenu en 2011, quelques jours avant la remise aux autorités du bâtiment réhabilité par la Banque mondiale. Depuis, l'hôtel de poste de Bukavu était devenu un fourre-tout où s'entassaient restaurants, débits de boissons, secrétariat public, garage, ateliers, maisons de passe, bref, un véritable foutoir au cœur de la ville, chef-lieu du Sud Kivu. En attendant l'inventaire complet des dégâts matériels, la RTNC Bukavu est réduite au silence. Mais pour combien de temps ? Ouverture des travaux de la commission tarifaire de la Direction générale des douanes et assises ce mercredi. Une session de septembre présidée par Jean-Baptiste Kongolo, le directeur général de cette régie financière, sera notamment axée sur l'examen des requêtes des opérateurs économiques. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour à l'ouverture des travaux de la commission tarifaire de la DGDA, à savoir l'élaboration et la validation des pièces de rechange pour aéronefs éligibles à la suspension des paiements des droits des douanes et la TVA à l'importation, ainsi que l'examen des requêtes des opérateurs économiques. Ainsi, permettez-moi de faire un bref commentaire à l'attention des membres de cette commission sur ce que la République attend au cours de cette session. S'agissant du point relatif à l'élaboration et à la validation des listes de pièces de rechange pour aéronefs éligibles à la suspension du paiement des droits des douanes et de la TVA à l'importation, ici est de relever qu'à l'issue des concertations avec le secteur privé, le gouvernement de la République a pris, lors de la 9e réunion du Conseil des ministres, tenu en date du 25 juin 2021, un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des billets d'avion au niveau national. Tout ceci sous l'impulsion et conformément à la vision du président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. Le directeur général de cette régie financière, qui a martelé sur l'amélioration du climat des affaires comme l'un des objectifs de ses travaux, a également insisté sur le fait de donner au gouvernement le moyen de sa politique en vue de faire face aux attentes de la population. Exhortant chaque membre de la commission à donner le meilleur de soi, Jean-Baptiste Kongolo, directeur général de la DGDA, a également rappelé qu'à l'issue de ces assises, des propositions concrètes doivent être formulées à soumettre au gouvernement de la République. Pour une première dans le pays, 11 000 candidats disséminés dans 189 centres à travers les 30 provinces éducationnelles du pays participent à la première édition de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles depuis le mardi dernier qui va se clôturer ce 16 septembre. Une initiative du ministre de la formation professionnelle qui a bénéficié du soutien du chef du gouvernement pour son début, Angeli. De remercier vos formateurs, ceux qui vous permettent d'arriver à ce jour pour affronter ces épreuves. Prenant la parole lors du lancement de la session ordinaire de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, lancé par le Premier ministre, la ministre de la Formation professionnelle et métiers Antoinette Kipulu Kabenga a rappelé le long parcours ayant abouti à cette présente session. Ces dernières épreuves font suite aux préliminaires organisés en mai 2021 et à la hors-session dont le lancement a eu lieu le 2 août 2021 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Au cours de ces épreuves, 15 600 candidats y avaient concouru à travers le pays, ce qui constitue un motif de satisfaction pour la patronne de la formation professionnelle et métiers. Doit devenir un secteur positif, porteur de croissance par la création d'une classe moyenne qualifiée tant souhaitée en République démocratique du Congo. Il est donc impérieux que le ministère de la formation professionnelle et métiers tenir l'emphase de la formation professionnelle et au regard de sa spécificité sorte de sentier bâti et se fraye son propre chemin
pour être le guichet unique de la qualification et de la certification. La ministre de la Formation professionnelle a remercié les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, pour les réformes courageuses entreprises dans ce domaine, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui s'est approprié. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiané-Nanga, a effectué sa première visite d'inspection des chantiers dans les secteurs MMB en territoire de Wamba après la traversée historique du Bac sur la rivière Nepoko à partir de Bolé. Sur place, le gouverneur a remercié le président de la République pour son intérêt manifeste pour cette province. Au volant de son V8, Christophe Bassiané-Nanga effectue les dernières manœuvres pour embarquer dans ce bac de Bolé, 72 heures après la traversée historique des premiers engins de génie civil. Quand il s'installe sur la superstructure, les numéros 1 du Haut-Uélé ordonnent l'embarquement gratuit de ces dizaines de passagers. Motos, vélos, piétons, toutes les catégories prennent d'assaut cet engin flottant qui quitte solennellement ce port avec à son bord marchandises et passagers pour gagner la rive gauche de la Nepoko, désormais méconnaissable. Après l'accostage du bac, l'autorité provinciale reprend le volant pour gagner la terre ferme du secteur MMB, devenant ainsi le premier être humain à fouler cette partie de Bolé à l'aide d'une Jeep depuis 1985. Et si la nouvelle de sa traversée se propage comme une traînée de poudre, obligeant ces centaines d'habitants à converger vers celui que l'on surnomme le bulldozer qui est accueilli en héros. Une atmosphère compatible à la conduite automobile qui contraint le gouvernement à marcher avec ses concitoyens jusqu'ici au poste kilométrique 2 pour ce meeting improvisé dans ce groupement Coco. En regagnant la rive droite, Christophe Bassiané-Nanga prend ses quartiers dans cette tente pour superviser ces différentes traversées gratuites de ces centaines de passagers. Ni les tentatives de déstabilisation orchestrées par ces détracteurs en mauvaise posture, moins encore cette pluie qui s'abat sur Bolé, ne pouvaient entamer sa détermination farouche à métamorphoser l'entité. Le gouverneur du Haut-Katanga bénéficie du soutien des partis politiques membres de l'Union sacrée ainsi que celui de tous les leaders politiques katangais qui sont dans la vision de Félix Tshisekedi. Les militants de l'UDPS Kipushi et Lubumbashi ont passé ce message lors d'une importante matinée politique. Cette matinée politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social a mis ensemble les militants de Lubumbashi et ceux de Kipushi. Nous sommes devant le temple de la démocratie de l'UDPS, au cœur de la ville de Lubumbashi. Tout commence par une minute des silences en mémoire des Antoine Gabriel Kungua Kumanza, allié de taille de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décédé le 21 août dernier. Devant une foule venue de tous les coins, le président fédéral de l'UDPS Lubumbashi a axé son intervention sur 3 sujets, notamment l'unité de tous les partis de l'Union sacrée autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et cette même unité au sein de l'UDPS. Bernard Mikobi a aussi parlé du développement et le bien-être pour tous, qui ne soit possible que par le changement de mentalité dans la lutte contre les antivaleurs. Parce que changer, il n'a pas les antivaleurs. Parmi ces antivaleurs, il y a la concussion, le clientélisme, les mensonges, la corruption, le tribalisme, la mauvaise gouvernance. UDPS, viva! Le chef de l'UDPS Lubumbashi a appelé également les militants de son parti à soutenir tous les leaders politiques du Grand Katanga qui œuvrent dans la vision du chef de l'État, dont Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga. Au niveau du Grand Katanga, Baba Arise Maché Bote pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Je parle mina omba leo. Chez Bote, autour Yafachi, pour soutenir Guilain Nyembo. Pour soutenir Sama Lukonde, pour soutenir Dani Banza, tout le monde qui a boula de père et de mère. Ashima Menaye, ni Mubaya ni Muzuri. La matinée politique s'est clôturée par 2 engagements, réserver un accueil chaleureux au chef de l'État lors de son arrivée à Lubumbashi et les obsèques du grand baobab Antoine Gabriel Kungua Kumanza.
Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a dépêché le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'économie à Kassaji, deuxième ville de la province. Mathieu Kazembe a palpé du doigt les travaux de construction des ponts et de l'école primaire Kawaïda du village Kakopa. La problématique de l'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle et par drague était au cœur d'un atelier de réflexion à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sous les auspices du ministère national des Mines, ces assises sont organisées par la direction générale du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le SAIMAP. L'objectif étant d'harmoniser les vues entre les services de ce secteur en RDC, surtout la nécessité de leur encadrement au regard du manque à gagner enregistré par le Trésor public. Je voudrais qu'à l'issue de ces travaux et dans le rapport qui me sera transmis, l'harmonisation des points de vue entre tous les services publics intervenants dans l'application sur terrain des dispositions du Code des règlements miniers par rapport au Code des impôts, dont l'interprétation et la mise en œuvre relèvent du ministère ayant les finances dans ses attributions. En présence du ministre provincial des Mines, des représentants de la société civile et ceux des régies financières, les experts du SAIMAP se sont apaisantis sur le cadre légal et la problématique d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle ainsi que la fiscalité et la parafiscalité applicables dans ce secteur. Parmi les recommandations ayant sanctionné les réflexions, il y a la poursuite de la vulgarisation du code minier et ses mesures d'application, le renforcement de la synergie des services étatiques par la mise en place d'un cadre de concertation pour l'échange d'informations dans le but d'améliorer la gouvernance dans le secteur minier. Ensuite, faire appel aux autorités nationales et locales dans les poursuites judiciaires contre toute personne et toute structure privée non éligible qui interfère directement et par personne interposée dans les activités minières en violation de la loi. Cet atelier de 48 heures est une première du genre dans la région. Le Sankourou est loin d'avoir trouvé une solution à la crise politique dans laquelle il est enlisé depuis les dernières élections. Déçus des récents pourparlers, les élus nationaux de la province ont saisi cette fois le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, pour qu'une issue soit trouvée au niveau du Parlement. Le compte-rendu de la réunion, c'est avec les députés nationaux Emery Okunji. Nous avons été invités par le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour faire un peu l'évaluation de nos activités parlementaires. Et c'est dans ce cadre que les élus de la province du Sankourou, faisant cette évaluation dans leurs activités parlementaires, ont soulevé la question de la gestion de la province du Sankourou. Nous avons soulevé le problème d'une crise qui ne fait que durer. Et nous avions demandé, nous, élus du Sankourou, au premier vice-président, devant tous nos collègues de l'espace Grand Kasaï, que cette fois-ci, que l'institution à laquelle nous appartenons puisse s'y atteler pour résoudre une fois pour toutes la crise qui n'a fait que trop durer au Sankourou. Plus de 2 ans, aucun projet de développement. Plus de 2 ans, on tourne à rond. Je vous dirais même que la province a reculé au lieu d'avancer. Et on ne fait que multiplier des conflits, des crises. C'est ce qui s'est fait au détriment de la province du Sankourou. Et que les élus de la province du Sankourou ont profité de cette occasion pour dire au premier vice-président que nous en avons marre. Et cette fois-ci, nous espérons que nous serons bien attendus par un non père du Grand Kasaï et par le premier vice-président. Ce qui fut fait parce que, séance tenante, le premier vice-président a fixé un rendez-vous avec les autorités concernées dans cette crise pour que nous puissions en discuter et trouver des solutions idoines à la crise. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le questeur adjoint et secrétaire général adjoint du Sénat, Kidima Zumba Ida, a fait une descente dans les territoires de Gungu, précisément à la cité de Mukedi et Kiefu. Plusieurs activités ont été organisées, notamment la remise des brevets aux apprenants en coupe et couture.
C'est une Ida Kidi Manzumba émue en compagnie de son époux qui s'incline devant la tombe du fait patriarche Antoine Gizinga. À son arrivée dans les territoires des Gungu, le questeur adjoint du Sénat a été accueilli par les autorités politico-administratives et coutumières, les membres du parti Lumumbiste unifié et d'une foule composée des membres de l'ONG CCPS qui dirige la sénatrice et l'ensemble des habitants du territoire des Gungu, venus lui témoigner leur gratitude pour les diverses actions en leur faveur. Après cet accueil chaleureux, la sénatrice Ida Kidi Manzumba a profité de l'occasion pour communier avec son fief électoral. Ida Kidi Manzumba a d'abord remercié le chef de l'État pour son combat dans l'amélioration de la vie sociale des Congolais avant d'expliquer le but de sa mission. Après Mukedi, s'en est suivi l'étape de Kiefu, village natal d'Antoine Gizinga devant sa résidence privée, construite dans ces coins du pays. Plusieurs activités ont été organisées, notamment la remise des brevets aux apprenants en coupe et couture et les matchs de football. La société de paris sportif en ligne betandyou.cd a procédé ce mercredi à la signature d'un contrat de partenariat avec l'artiste musicien Gez Mawete, l'objectif étant de conquérir à long terme chacun des clients et potentiels partenaires de ce secteur et faire de cette plateforme en ligne une grande entreprise de paris sportifs dans le pays. En prélude du lancement des activités en République démocratique du Congo, la société des paris sportifs Bet&You a porté son choix sur l'artiste musicien Gez Mawete en vue de conquérir ensemble le marché des paris congolais. À ce sujet, un contrat de partenariat a été signé avec l'artiste en présence de son manager et des responsables marketing et support client de ses bookmakers fiables. Je suis impatient de commencer à travailler déjà, bien que le contrat vient à peine d'être signé. Je suis déjà enthousiaste de voir ce qui va se passer après, donc j'ai hâte de travailler avec mes nouveaux partenaires. Moi, je veux juste apporter de la lumière pour que les bienfaits de Bet&You soient emmenés jusque vers la population. Actuellement, dans le processus d'accroître sa présence sur les marchés européens, africains et de la CEI, Bet&You propose une large gamme de bonus et des promotions. Nous sommes en train de profiter de la notoriété de Gez Mawete pour pouvoir vendre notre produit et aller plus de l'avant. Nos produits, en fait, en tout cas, qui sont particuliers à nous, qu'on va essayer de mettre ça sur place et voir ce que ça va donner. On a de codes promo, on a de bonus, on a de cashback. Ce sont de termes purement techniques qu'on va essayer d'expliciter et présenter ça à la population de temps en temps. Et voilà, on a une autre plateforme. À noter que Bet&You, qui opère avec succès depuis 2010 en Asie centrale, propose plusieurs avantages dont la possibilité d'inscription sur les versions mobiles et des bureaux du site de la société, les codes élevés, une vaste sélection des paris d'avant-match et en direct, ainsi que le paiement et des règlements des paris rapides. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Rentrée parlementaire de septembre ce mercredi avec en ligne de mire la question du processus électoral. La CENI et ses acteurs, dans son discours, Mbosso a prévenu qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Malgré l'interdiction de l'hôtel de ville, la coalition Lamuka a tenté de marcher sur Kinshasa pour réclamer la dépolitisation de la CENI, entre autres, une mobilisation étouffée dans l'œuf par les forces de l'ordre dans des conditions assez limites. Essentiellement budgétaire, la rentrée parlementaire de ce mercredi a également été marquée par les dépôts du projet de loi des finances par le gouvernement. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, il contient des prévisions de 10 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de plus ou moins 40%. Un feu s'est déclaré cette nuit dans les bâtiments du gouvernement, appelé autrement l'hôtel de la Poste de Bukavu. Un violent incendie qui a ravagé les matériels et les équipements de la RTNC et de 3 autres chaînes de télévision se trouvant dans l'immeuble. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Créée en 2005 par des experts africains et européens, l'Organisation internationale des développements économiques, OIDE, dirigée par son Excellence Kofi Laour, président exécutif national. OIDE est membre des organismes des Nations Unies. Son siège régional est à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans différents pays d'Afrique. En République démocratique du Congo, l'OIDE intervient en tant qu'organe de financement et de soutien, au même titre que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. En République démocratique du Congo, l'OIDE intervient en tant qu'organe de financement créé en 2005 par des experts africains et européens, l'Organisation internationale des développements économiques, OIDE, dirigée par son Excellence Kofi Laour, président exécutif national. OIDE est membre des organismes des Nations Unies. Son siège régional est à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans différents pays d'Afrique. En République démocratique du Congo, l'OIDE intervient en tant qu'organe de financement et de soutien, au même titre que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. En République démocratique du Congo, l'OIDE intervient en tant qu'organe de financement et de soutien, au même titre que le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. OIDE disposera d'un budget de 1 milliard de dollars américains pour l'année 2022, afin de financer plusieurs projets en République démocratique du Congo sur le plan économique et social. Sur une lettre du président exécutif international, son Excellence Kofi Laour ont été nommés au poste du bureau de représentation de la République démocratique du Congo selon leurs attributions et compétences. 1. Représentant permanent en RDC, l'ambassadeur Hassan Mahtouk. 2. Consul général, M. Joao Jonathan Ilunga Mukendi, de nationalité congolaise, sur proposition du gouvernement congolais, bien repris dans l'accord. 3. Consul général adjoint, M. Betty Pitilo Mwanzita, de nationalité congolaise.